cuisante défaite infligée aux terroristes qui se sont aventurés à attaquer la base militaire de Kouri-Bougoudi dans la province du Tibesti. Le professionnalisme et le patriotisme de nos vaillantes forces de défense et de sécurité sont salués par le ministre en charge de la Défense nationale, le général Mohamed Abali Salah. À suivre dans cette édition les temps forts de la cérémonie d'installation des membres du Conseil économique, social et culturel. Cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimudebe, représentant le chef de l'État. En sport, le capitaine des Sao Ndouassel Ngar Ezekiel, surnommé le dinosaure, a signé pour cette saison avec Bayangkara FC de Jakarta, un club indonésien. Son portrait dans cette édition. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Comme vous le savez, une attaque terroriste a été orchestrée le mercredi dernier contre la base militaire de Kouri-Bougoudi dans la province du Tibesti. Une attaque violemment repoussée d'ailleurs par les forces de défense et de sécurité. Le ministre en charge de la Défense nationale, le général Mohamed Abali Salah, est actuellement sur le terrain. Il est sur place pour encourager les vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont vaincu l'ennemi. On en parle avec Amanisa Kazina. Qui pisse contre le vent, mouille sa chemise, dit un dicton. L'échec enregistré par des comédiens des réseaux sociaux est cuisant, voire honteux. En rappel, c'est dans la matinée du 19 février 2020 qu'une bande mal organisée voulait se mesurer à la bravoure et à la ténacité de l'armée nationale tchadienne. Une aventure qui ressemble à n'en point douter à un suicide. Cette plaisanterie de mauvais goût n'est pas restée sans correction. L'on dénombre un nombre important des engins de guerre récupérés et une quarantaine de terroristes sont faits prisonniers, sans parler des morts. Selon un responsable militaire qui a préféré garder l'anonymat, ce combat ressemble à un simple exercice militaire puisque l'ennemi a pris ses jambes à son cou avant même que l'armée lance l'offensive. Devant une telle victoire, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général des corps d'armée Mohamed Abali Salah, qui s'est fait accompagner du chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Abakar Abdelkerim Daoud, du gouverneur du Tibesti Didi Habri, ainsi que de plusieurs officiers généraux responsables des grandes formations militaires, ne sont pas restés indifférents. C'est la raison de cette descente de Kouri-Bougoudi pour remonter le moral des troupes sur le terrain. En inspectant tour à tour des matériels de guerre récupérés, Mohamed Abali Salah et sa suite se sont rendus compte de la détermination des soldats de la paix à vaincre le mal. Pour l'état-major général des armées, le bilan est certain et faramineux. Comme annoncé dans notre précédent communiqué du 19 février 2020, après le ratissage et le contrôle de la zone, le bilan de l'attaque du 19 février s'établit comme suit. Côté ami, nous déplorons 3 martyrs et 11 blessés. Côté ennemi, plusieurs terroristes neutralisés, 42 prisonniers, matériel récupéré, 14 véhicules équipés des armes lourdes et plusieurs munitions. Pour le chef du département en charge de la défense nationale et de la sécurité, la paix chèrement acquise ne saurait être facilement mise en cause par des hommes qui veulent se faire une place au soleil. Mohamed Abali Salah a salué la bravoure de ces hommes qui, en si peu de temps, ont su corriger l'ennemi. La raclée infligée à ces intentionnistes en perte de vitesse vient une fois de plus démontrer la force de frappe de l'armée nationale tchadienne. Depuis Kouri-Bougoudi à la frontière Tchad-Libye, Aman Issa Kazina, Télé Tchad. Le ministre en charge de la Défense nationale, le général Mohamed Abali Salah, a dans son intervention condamné ces attaques. Au nom du chef de l'État, il a félicité les éléments de forces de défense et de sécurité pour avoir mis en déroute cette bande terroriste. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Nous sommes ce matin ici, c'est pour constater de visu la situation sur le terrain. Et comme vous avez remarqué, ces aventuriers sont venus. La plupart ont perdu de vie et d'autres sont faits prisonniers. Beaucoup de
matériels lourds que légers ont été récupérés. Et moi, je profite de cette occasion pour dire que c'est vrai, le gouvernement a toujours privilégié la tolérance, c'est-à-dire pardonner, faire venir des gens qui ont essayé une fois ou plusieurs fois bafouer l'autorité de l'État ou bien l'institution de l'État. Mais ce étant dit du chef de l'État ne veut pas dire que nous sommes prêts à lâcher les institutions de l'État. Nous avons toujours privilégié la main tendue, mais nous avons des hommes qui sont prêts à donner leur vie pour leur pays, pour les institutions de leur pays. Donc je lance encore un appel pour vous dire que le gouvernement a toujours pensé qu'il est important que les Tchadiens restent dans leur pays, qu'ils contribuent au développement de leur pays. Donc c'est l'occasion aussi pour moi ici de féliciter et encourager les hommes sur le terrain, les officiers, les sous-officiers, les soldats pour ce travail et que nous pensons qu'ils sont toujours prêts à le faire et nous les encourageons et nous sommes derrière eux, nous sommes avec eux pour ce travail. Nous sommes un pays de droit. Nous avons toujours arrêté des aventuriers, des terroristes, mais toujours nous le confions à la justice. Ils vont répondre à la justice. Mais ce qui est très important, j'appelle même à ces aventuriers qui ont pu fuir et qui sont à quelques kilomètres d'ici et qui nous suivent, qu'ils reviennent. Et ces gens vont répondre à ces tentatives de terroristes. Je ne sais pas si c'est la justice qui va les qualifier. Mais nous sommes là pour dire que ce n'est pas facile, ce n'est pas sur des pages d'internet ou sur des Facebook. La chose, elle n'est pas facile. Vous êtes en face d'un pays, d'une institution, un pays où ces institutions sont chèrement acquises. Beaucoup d'hommes ont perdu leur vie pour que ces institutions de pays existent. Et nous sommes là pour ça. Nous allons verser notre sang, nous allons perdre notre vie pour cette chère patrie que le Tchad. Suite à l'attaque du 19 février, l'association Action pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad, par la voix de son président Mohamed El Mahdi Abdourahmane, réagit. L'association condamne cet acte et exprime son soutien au chef de l'État. L'Action des jeunes pour la paix et le développement apporte son soutien indéfectible à son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'Action des jeunes pour la paix et le développement et l'émergence du Tchad condamne avec la dernière énergie cet ennemi, agression de ces aventuriers sans foi ni loi. Nous exhortons toute la population tchadienne en général et les jeunes en particulier à redoubler de vigilance et collaborer avec la force de défense et de sécurité afin de mettre hors d'état de nuire tous les aventuriers. L'association Action pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad, comme vous venez de le suivre, dit non à la guerre, oui à la paix. La paix, cette valeur au cœur des actions du chef de l'État, valeur partagée par tous ceux qui aiment ce pays. Suivez à ce propos le commentaire signé Ahmadiyya Abbas. Qui sème la paix récolte la joie, dit un adage. La paix dont jouit aujourd'hui le Tchad est le fruit des sacrifices consentis par des hommes et des femmes soucieux de l'avenir de la patrie. Elle est surtout le couronnement des longs processus menés par les plus hautes autorités du pays et qui l'ont obtenu pour le bonheur des Tchadiens. Malheureusement, pendant que des efforts courageux et louables sont fournis tous les jours par le gouvernement sous la houlette du chef de l'État, Idriss Déby Itno, d'autres personnes mal intentionnées, téléguidées et facilement manipulées, tentent de les détruire. Il n'est un secret pour personne, le Tchad qui vient de très loin œuvre depuis ces 3 décennies à tourner la triste page de son histoire. Aujourd'hui, le train qui a conduit le développement du pays poursuit son chemin. Un chemin voulu par un peuple souverain qui fonde son espoir sur la paix et l'unité. Des valeurs cardinales liées à son destin. Toute tentative tendant à mettre à mal ces louables efforts sont à proscrire. Pour être plus précis,
Le Tchad actuel, à l'ère de la 4e République, est résolument engagé vers son émergence. Il est forcément différent du Tchad des années antérieures. L'actuel Tchad s'est fixé comme objectif d'être un pays fort, compétitif, du coup un pays respectable et respecté. Le changement de mentalité prôné par la 4e République n'est pas une simple parole. Pour ceux qui pensent que les chantiers entrepris par les plus hautes autorités en faveur du bien-être de la population doivent s'arrêter, nous disons non. Ceux-ci se trompent du chemin, mais il n'est pas tard pour qu'ils se livrent à un examen de conscience. Nous devons tous regarder dans la même direction, celle de construire le Tchad dans la paix et la concorde en vue de son émergence. Nous devons afficher une volonté commune d'éradiquer ces mâles qui déchirent l'unité des fils d'un même pays. Surtout que la nouvelle République nous recommande de cultiver la paix, les pardons, la consolidation de l'unité nationale et la justice sociale, gage de tout développement. La guerre n'a jamais construit. Partout, elle n'a fait que semer la désolation et freiner le développement d'un pays. Un autre volet de l'actualité, l'installation des membres du Conseil économique, social et culturel. Cérémonie présidée ce matin par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi-Debe. Il a représenté le chef de l'État. Les détails avec Mohamed Omar Moursal. Désignés par leurs entités respectives et confirmés par le décret numéro 1530 du 2 septembre dernier comme membres du Conseil économique, social et culturel, 25 conseillers de la République prennent officiellement fonction. Amadaï Abdelkarim Bakid est reconduit à la tête de cette institution pour un mandat de 3 ans renouvelable. C'est le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi-Debe, représentant le président de la République, qui a installé les membres du Conseil dans leurs nouvelles fonctions. Le président du Conseil économique, social et culturel remercie le président de la République pour la confiance renouvelée en sa personne et engage toute son équipe à plus d'efforts pour relever les défis. Nous sommes toujours associés à la gestion de la chose publique de la République. Qu'il trouve ici mes sincères remerciements. Et je demeure reconnaissant vis-à-vis de son excellence, monsieur le chef de l'État. Je donnerai le meilleur de moi-même pour que Conseil économique, social et culturel, qui est un organe consultatif, soit à la hauteur des avis et des autosaisines qu'il dépose au pouvoir public et législatif. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi-Debe, a au nom du chef de l'État, Idriss Déby Itno, rendu un hommage mérité à l'ensemble de l'équipe sortante pour les loyaux services rendus à la nation. Aux nouveaux membres du Conseil économique, social et culturel, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, les exhorte au sens de responsabilité tout en leur souhaitant plein succès. Je vous invite à suivre à présent un extrait du discours prononcé à l'occasion par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le Conseil économique, social et culturel est une institution constitutionnelle de notre pays dont nul n'ignore l'importance de la mission qui est définie aussi bien par la Constitution que par la loi organique numéro 022 PR 2018 portant ses attributions, sa composition, son organisation et son fonctionnement. En ce sens, le Conseil économique, social et culturel, en tant qu'organe consultatif, peut procéder à l'analyse de tout problème de développement économique, social, culturel ou environnemental et soumettre ses conclusions au président de la République. Vous avez encore en mémoire, pour
ceux qui ont suivi la dernière session, vous avez encore en mémoire les conclusions des délibérations de l'équipe qui vous a précédé et qui a clos ses travaux il y a 2 jours. Au-delà, il donne des avis sur les questions à caractère économique, social, culturel ou environnemental qui sont portées à son examen par le président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale. C'est donc en inscrivant résolument vos actions dans le paradigme du changement des mentalités que commande la 4e République, en cultivant une solidarité sans faille en votre sein et dans une dynamique d'ensemble que vous achèverez de persuader les sceptiques qui estiment sans doute à tort que l'efficacité de votre organe n'est pas avérée. La mission d'appui budgétaire de la Banque mondiale, conduite par son représentant au Tchad, François Nankobogo, est venue restituer au ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Tengueline, les activités menées depuis 2019. Apolline Gani. Cette mission d'appui budgétaire est venue réitérer la poursuite du dialogue avec l'administration tchadienne sur les avis budgétaires et les réformes. La première série d'appui budgétaires qui porte sur les opérations qui ont été déboursées en 2019-2020 vient de prendre fin. C'est pourquoi aujourd'hui, cette mission marque étape sur le budget pour définir une nouvelle série d'appuis. Nous aurons une série de missions qui viendront dans les mois qui viennent pour préciser davantage les mesures de réforme que le gouvernement pourra engager. Et nous avons déjà une bonne perception de l'ancrage de certaines actions qui pourront être partie du programme. Cet appui vise à soutenir les efforts de développement du Tchad. Les médecins, chirurgiens et personnels du bloc opératoire renforcent leurs capacités. C'est à la faveur d'une formation organisée par la Fondation AO Alliance de concert avec le ministère de la Santé. Une formation qui a pour finalité une meilleure prise en charge des patients. Des précisions avec Moussambodo Abdoulaye. Ces médecins, chirurgiens et personnels des blocs des hôpitaux des 23 provinces viennent d'ajouter une corde à leur arc. Ils ont bénéficié durant 3 jours des notions portant sur le traitement des fractures diaphysaires et articulaires. Ceci pour renforcer les capacités du personnel de bloc pour une meilleure prise en charge des patients. Nous venons, par ces 3 jours de formation que nous initions chaque année, renforcer leur capacité à la prise en charge des lésions liées au traumatisme, des lésions liées aux accidents de la voie publique, de la voie circulation. Et vous-même, vous êtes témoin avec moi que ces accidents sont de plus en plus très fréquents. Donc il faut qu'on ait également un personnel de santé qui soit doté en technique de prise en charge de ces lésions-là. Le directeur de l'organisation des services de santé a laissé entendre que cette formation vient à point nommé. Je suis convaincu que vous êtes désormais mieux outillés, chers participants, non seulement par rapport à la connaissance générale, mais aussi et surtout à une prise en charge correcte, non opératoire des fractures. Au terme des travaux, les participants recommandent la mise en place des dispositifs nécessaires au grand bénéfice des patients. Santé est toujours une caravane médicale pour la chirurgie générale est lancée par la Fondation Grand Cœur cet après-midi au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant. Les précisions avec Idriss Omar Idriss. La Fondation Grand Cœur ne cesse d'œuvrer sans relâche pour soigner des maladies dont souffre la population au Tchad. Et c'est par l'appui de ses partenaires que les activités médicales sont menées pour le bien-être des couches vulnérables. Pour la énième fois, une caravane médicale est encore lancée aujourd'hui par la Fondation Grand Cœur en collaboration avec Direct Aid et International Medical and Chirurgical Aid. Cette caravane va se focaliser sur la chirurgie générale et des maladies pluridisciplinaires selon le chef de la délégation de l'ONG Direct Aid, Selam Benchami. Il se félicite de ce partenariat
qui situent nettement les objectifs de leur organisation qui volent au secours des démunis. Cette caravane n'est pas spécifique pour une maladie, mais elle prend en compte plusieurs maladies pour atténuer les souffrances de la population, affirme Ahmad Taboui, représentant le secrétaire général de la Fondation Grand Cœur à cette cérémonie. Pour le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique, cette action est à saluer. Le taux de prévalence des maladies dans notre chère patrie est l'un des plus élevés en Afrique. Et les maladies en général constituent toujours un problème de santé publique, car elles sont invalidantes et ont un impact socio-économique négatif sur les populations. C'est dans ce cadre, sous la clairvoyance de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et de l'Union, en collaboration avec les différents partenaires de développement, a lancé une guerre sans relâche pour l'éradication de ces fléaux à travers l'intensification et la multiplication des initiatives de lutte contre les maladies. La caravane médicale pluridisciplinaire se passera au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant et à l'hôpital de Gozator dans la ville d'Indiamena. Elle dure une semaine et donne l'opportunité à la population de se faire examiner et soigner par des médecins venus d'ailleurs et du Tchad. 10 camions gros porteurs en provenance du Cameroun se livrent depuis un certain temps au trafic illicite en chargement de gravier pour l'acheminer à Komé. Une pratique contraire à la convention de transport. Ces camions ont été présentés hier après-midi à la presse. Adef Ahmad Benrama. 10 camions de transport camerounais, après avoir déchargé leurs marchandises à N'Djamena, se sont livrés au transport de gravier à Dandi à destination de Komé, ce qui est contraire à la convention selon l'Union nationale des transporteurs du Tchad qui a fait un rappel à l'ordre par la voie légale. Les transporteurs eux-mêmes ne sont pas au courant. C'est les chauffeurs qui sont venus avec le produit de CEMAF pour livrer la nuit et repartir à vite. Ils ont profité de l'occasion en complicité avec Tchadiens certes. Et ils sont allés jusqu'à Dandi porter le gravier pour Komé. Une outrance pour cette première violation préfère libérer ces gros porteurs mais invite l'autre partie à respecter les textes en vigueur. Les textes sont clairs, même la convention qui nous lie avec le Cameroun est bien claire que les transporteurs de l'un des pays n'ont pas droit d'aller faire les transports dans l'autre pays, sauf les transports que nous allons faire en commun accord, c'est sur le corridor. Le Cameroun, c'est un pays frère avec qui on a de très bonnes relations, mais ce sont les chauffeurs qui ont fait ça et on le comprend. Nous, on leur a tout simplement demandé de décharger ces produits sur les camions tchadiens et qu'ils prennent la route. Et ils vont aller travailler comme d'habitude dans le cadre de la convention qui nous lie. Ce trafic illégal est un manque à gagner pour les transporteurs tchadiens, soutiennent les concernés. Les conditions d'études à l'école des sourds d'Abéché préoccupent le gouverneur de la province, Ramadan Erdebou, qui a fait une descente sur le terrain. C'était ce matin. Habib Ahmad Adam nous en dit plus. L'éducation est l'affaire de tous. Ce message n'a pas laissé indifférent le gouverneur de la province du Ouaddaï qui s'est rendu ce matin à l'école des sourds pour tâter les réalités sur le terrain et aussi voir les difficultés. Le fondateur de cette école, Al-Fadil Mohamed Aliyo, a souligné que la création de cette institution est son initiative personnelle. Il a aussi ajouté qu'ils ont commencé avec 6 élèves en 2018, mais présentement l'école compte 26 élèves. Al-Fadil Mohamed Aliyo a énuméré quelques difficultés d'ordre technique et financier. La déléguée provinciale de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale du Ouaddaï, Nafisa Yacoub Massoban, a indiqué que sa délégation a inscrit cette année 234 élèves handicapés dans les différentes écoles de la ville d'Abéché. Les élèves sourds ont une formation bilingue. En 2 ans de cours, les élèves ont appris à écrire en français et en arabe. Le gouverneur et sa suite ont apprécié la formation de ces élèves déficients auditifs. Dans son intervention, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a rappelé que l'éducation fait partie des priorités du chef de l'État Idriss Déby Itno. Rappelons que le gouverneur et sa suite ont visité section par section le jardin d'enfants du centre social d'Abéché. Au cours de sa visite, il a encouragé les animatrices du jardin pour le travail abattu pour la formation des futurs cadres du pays.
Clôture ce matin à Bol, chef-lieu de la province du Lac, de l'atelier en faveur des cadres des forces de sécurité intérieure. Une formation axée sur la gestion des crises. Soukassia Prosper. Au terme de 5 jours de formation axée sur la gestion des crises, que les participants composés des autorités administratives et les chefs de forces intérieures venus de différents départements de la province du Lac ont reçu leur attestation. Une formation qui, selon l'expert en gendarmerie et spécialiste en sécurité transfrontalière Gilbert Lobigo, s'inscrit dans le cadre logique du centre opérationnel commun. Cette formation s'inscrit, monsieur le secrétaire général, dans quelque chose qui vous tient à cœur, qui est le COC, le centre opérationnel commun, qui est un peu le bras armé, en cas de crise événementielle, des acteurs de la sécurité de la province. Le COC, qui vivra dans quelques jours, viendra supporter, en cas d'événement majeur, les acteurs de la sécurité de la province. Le secrétaire général de la province du Lac, Sadiq Kadir Abdraman, représentant le gouverneur, a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude à l'ONG Kojunta. Ces actions entreprises par Kojunta sont appréciées puisqu'elles entrent en droite ligne de la politique sécuritaire du président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, chef de l'État. Sadiq Kadir Abdraman a exhorté les participants à mettre en pratique les leçons apprises en vue de gérer avec professionnalisme toute catastrophe à laquelle ils feront face. Notons que cette formation est financée par le Fonds fiduciaire d'urgence pour le Sahel de l'Union européenne. Il s'est ouvert ce matin à Doba un atelier de renforcement de capacité à l'intention des chefs traditionnels de la province du Logone oriental. Un atelier axé sur les textes de la République. Tolbe Bainasum. Afin de permettre aux chefs traditionnels et coutumiers d'assumer pleinement leur rôle à l'ère de la 4e République, l'Association d'appui à la promotion des initiatives de développement durable des organisations APIDO a jugé utile de renforcer leurs connaissances dans la gestion d'une société moderne qui aspire à la démocratie, aux valeurs républicaines et des droits de l'homme. Le coordinateur de l'Association d'appui à la promotion des initiatives de développement durable des organisations, Mandebois Diasra Pierre, souligne que les textes de la République sont méconnus par la grande majorité de la population et les autorités traditionnelles. C'est pourquoi l'APIDO organise cet atelier pour sensibiliser les autorités traditionnelles sur le contrôle citoyen de la gestion des politiques publiques, leur faire comprendre les compétences et les limites de la chefferie traditionnelle dans la gestion des collectivités autonomes. Reconnaissant la valeur de cet atelier organisé par l'APIDO en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad, le secrétaire général provincial du Logone oriental, Adam Adami Youssouf, souligne que le chef de l'État accorde une importance particulière à l'administration locale en s'appuyant sur les chefferies traditionnelles pour mener à bien sa mission régalienne en faveur du bien-être de la population. La connaissance des lois et textes sur la chefferie traditionnelle est un outil indispensable dans l'accomplissement des tâches des chefs traditionnels et coutumiers. Elle permettra d'améliorer les représentations, estime Adam Adami Youssouf. Dans le Mayo-Kébi-Est, le gouverneur Adoum Forte Amadou, au terme d'une tournée qu'il a effectuée, dresse le bilan. Les précisions avec Doba Djonsala. Petit matin du 10 février, un père de famille est enlevé contre rançon et son fils assassiné à bout portant par les malfrats. Ce grand banditisme a écœuré le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Adoum Forte Amadou. À la tête des forces de défense et de sécurité, appuyé par les comités de vigilance Peul, venus des villes environnantes du Mayo-Kébi-Est et Ouest, le gouverneur s'est mis à la traque des malfrats dans la réserve de fonds de Binaire-Léré, considérée comme le refuge. En 11 jours de poursuite, le gouverneur dresse un bilan éloquent. Le bilan se présente comme suit. 2 Zarguina assassinés, 9 Zarguina arrêtés, dont 4 dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, à Lagon, 1 à Lagon, 2 à Dermafaï, 1 à Goïgolo. 2 arrêtés dans la province du Mayo-Kébi-Est, à Gamba. 2 arrêtés dans la ville de Djamena. Et 1 arrêté dans la province du Bar-el-Ghazal, à Moussoro. Soit au total 9 Zarguina qui sont arrêtés jusqu'à présent. La prise d'otages est un réseau de mafieux avec des ramifications dans d'autres provinces. Le gouverneur Adoum Forte Amadou affiche sa détermination à mettre un terme à ce banditisme dans sa province. Reste que les populations renseignent
les forces de défense et de sécurité dans des cas suspects de prise d'otages. La victoire des hommes ont trahi sur les forces du mal et à ce prix. Une autre tournée, mais celle-ci est toujours en cours. Elle est effectuée par le préfet du département de Wadi-Rimé, Khali Kori. C'est dans le Bata. L'objet de la tournée avec Mohamed Tahir Djibril Al-Hour. Le canton Hamidi Al-Assassi a constitué la troisième étape de la tournée du préfet de Wadi-Rimé, compte 155 villages éphériques avec une population estimée à environ 37 000 habitants. Je suis venu vers vous pour vous parler, vous écouter et s'il y a des problèmes et doléances, les transmettre aux autorités supérieures, a indiqué Al-Khali Adoum Kori. Il a particulièrement mis l'accent sur la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Selon lui, chaque éleveur peut faire paître son bétail partout où il y a de l'eau, mais dans le respect des couloirs. Au nom du chef de ce canton, Brahim Mohamed Adoum, son représentant Adoum Al-Hour Markhous a édifié le préfet sur les efforts personnels de ces derniers visant le développement socio-économique. Pour rappel, depuis son intronisation en 2019, le chef de ce canton a réalisé 14 pompes à motricité humaine et 9 châteaux équipés de matériel solaire. Après Abou Tahir, chef-lieu du canton Hamidi Al-Assassi, le préfet Al-Khali Adoum Kori met le cap sur la localité Gafala, chef-lieu du canton nomade Salamat Sifera. Ici également, le message est axé sur la cohabitation pacifique, le nouveau découpage, le respect de la hiérarchie, l'éducation et le désarmement des civils. Se réjouissant de la visite du préfet, le chef de canton Salamat Sifera, Abdul Majid Mohamed, a exhorté ses administrés à une application stricte des orientations du préfet. L'UNICEF, en collaboration avec la délégation provinciale de l'enfance du Borkou, forme depuis ce matin à Faya les acteurs impliqués dans le cadre de la protection de l'enfance. L'atelier porte sur les droits et la protection de l'enfant. Cet atelier qui est axé sur le thème « Les droits et protection de l'enfant pour une meilleure synergie d'action » a pour objectif d'assurer la prise en charge provisoire des enfants en situation de mobilité présents dans la ville de Faya. Préparer l'accueil éventuel d'autres vagues, entreprendre des actions pouvant aboutir à leur réinsertion dans leurs familles respectives et surtout en matière de protection et d'assistance à ces enfants. Le délégué provincial de l'action sociale Ahmad Mohamed Idriss a salué l'effort consenti par l'UNICEF qui a voulu se greffer à la délégation provinciale de la femme, de la petite enfance et de la solidarité nationale par son appui technique et financier. Le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissène Didigi, qui a présidé la cérémonie, a avant tout indiqué aux participants que la prise en charge de la protection des enfants en situation de mobilité intègre parfaitement la vision du gouvernement de la République du Tchad, au premier rang son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, qui fait de la protection des enfants l'une de ses préoccupations majeures. Le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissène Didigi, a acclamé les efforts de la délégation provinciale de la femme, de la petite enfance et de la solidarité nationale et son partenaire financier et technique, l'UNICEF, qui ont mis conjointement en place une initiative pour la prise en charge et la protection des enfants en situation de mobilité. Violence à l'égard des femmes. La directrice générale de la Maison de la Femme, Amina Priscille Longo, s'insurge. Elle, au cours d'un point de presse, elle a condamné ces pratiques barbares qui prennent de l'ampleur ces derniers temps. Suivez. L'objectif de ce point de presse est de faire la lumière sur certains faits des sociétés en matière de protection et de promotion de la femme tchadienne. Et la Maison nationale de la femme se sent interpellée par ces actes de violence à l'égard des femmes qui, comme par hasard, sont posés à la veille du mois en fait de célébration de cette dernière. Et pour cette raison, nous joignons nos voix à toutes les femmes qui sont en train de pleurer actuellement pour dénoncer ces violences qui sont faites à l'endroit des femmes. Nous rappelons aussi que le gouvernement a pris plusieurs mesures juridiques portant sur la protection des droits fondamentaux des femmes, mais a aussi ratifié plusieurs textes internationaux qui vont aussi de ce sens. Nous appelons à une prise de conscience collective. Nous interpellons les consciences
pour que la femme soit protégée. Et aussi à tous ces hommes avec qui nous sommes et avec tous ces hommes avec qui nous vivons, nous demandons une seule chose. Nous demandons protection. Parce que nous sommes vos femmes, nous sommes vos mères, nous sommes vos épouses, nous sommes vos sœurs. Mais on ne doit pas être violentés. Nous ne voulons qu'aller avec vous ensemble vers l'émergence de notre pays. Que la population se sente interpellée, mais que les femmes aussi dénoncent ces violences. La Maison nationale de la femme a un centre d'écoute. Ce centre d'écoute est ouvert à toutes les femmes de toutes les couches sociales, sans distinction d'ethnie, ni de religion, moins encore politique. Intéressons-nous à présent au cabinet de soins, du moins à ceux qui exercent dans l'illégalité. Pas plus qu'avant-hier, si vous vous rappelez, la direction des formations sanitaires a démasqué plusieurs cabinets exerçant en toute illégalité. Mama Suleiman tire la sonnette d'alarme. La création d'un établissement sanitaire privé au Tchad est soumise à des conditions déterminées par les textes de la République. Aujourd'hui, bon nombre de ces cabinets de soins ne respectent pas la réglementation en vigueur. Selon les statistiques d'une enquête rendue publique par les autorités sanitaires, près de la moitié des établissements sanitaires privés implantés dans la capitale et dans les Tchad profonds ne disposent d'aucune autorisation de fonctionner. Certains de ces cabinets sont logés dans des endroits non réglementaires tels que les hangars. Ils ne disposent ni de laboratoires, ni de salles de consultation, moins encore des produits pharmaceutiques répondant aux normes. Ces cabinets se substituent même aux cliniques. Pourtant, le personnel n'est pas qualifié pour la plupart des cas. Ces structures constituent un véritable danger public en matière de santé. Pour arrêter cette hémorragie, les autorités compétentes doivent jouer véritablement leur rôle. Toute création d'un établissement privé de soins doit retenir l'attention de l'Ordre national des médecins et des ministères concernés. Prélude au Forum national des jeunes agriculteurs prévu ce mois de février, le président de la Fédération des jeunes agriculteurs du Tchad, Kaoundé Israël, a animé ce matin une conférence de presse pour annoncer le report de ce forum à une date ultérieure. Les précisions avec Kamlar Habiba Kariom. Cette conférence débat porte sur les raisons qui ont amené la Fédération des jeunes agriculteurs du Tchad à reporter le forum prévu pour ce mois de février. Pour le président de cette fédération, Kaoundé Israël, plusieurs difficultés justifient ce report. Le forum national des jeunes agriculteurs du Tchad prévu du 26 au 28 février 2020 est reporté pour des raisons financières, matérielles et logistiques permettant une organisation réussie ne sont pas mobilisés. Nous profitons de vos micros pour faire un appel aux institutions publiques, organisationnelles, non gouvernementales et des personnes de bonne volonté de soutenir ce projet. Cependant, le thème « Quelle contribution de la jeunesse agricole dans l'édification d'un Tchad de prospérité et de paix durable » ne changera pas. Il annonce que ce forum sera appuyé techniquement par un cabinet d'experts et agromines international et sera placé sous le haut patronage du président de la République, Idriss Déby Itno, devait-il ajouter. En répondant aux questions des journalistes, Kaoundé Israël s'est appesanti sur les perspectives de la fédération durant les 5 années à venir. Pour lui, l'objectif visé est de rendre visible son activité à travers le secteur agricole et de servir d'exemple aux jeunes à s'intéresser à l'agriculture, levier du développement socio-économique. À l'occasion de la journée internationale de la langue maternelle célébrée tous les 21 février, l'association socioculturelle et éducative pour le développement du Wadaï, à travers son président Rabbani Ishar, encourage les ressortissants de la province à faire de la promotion de leur langue maternelle une priorité. Suivez. لقد أدركت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المعروف اختصارا باسم a adopté une journée internationale pour célébrer la langue maternelle dans le but d'encourager la diversité culturelle
et le dialogue interculturel, de promouvoir l'éducation pour tous et de préserver les langues menacées de disparition. Et en novembre 1999, l'Assemblée générale de l'UNESCO a décrété une journée internationale pour célébrer la langue maternelle à partir de l'an 2000. Celle du 21 février de chaque année. Distingués invités, l'association socio-culturelle et éducative pour le développement du Wadaï, qui vise le développement de la société en travaillant dans le domaine de la culture, de l'éducation et de la santé, consciente de l'importance de la langue maternelle et son rôle dans le développement des sociétés, de l'unité et de la paix, et conformément au programme de l'UNESCO, a commencé à travailler dans le domaine des langues locales. Au cours de l'année écoulée, elle a organisé une célébration populaire de la langue Maba afin d'introduire l'une des plus belles langues du Tchad et de l'Afrique, créant ainsi la première pierre angulaire de l'attention sur le dialecte du Darwadaï et les langues du Tchad. Elle profite donc de l'occasion pour inviter toute personne jalouse du développement de cette nation, des institutions à se rejoindre à elle et à l'aider financièrement, moralement et intellectuellement à progresser dans ce chemin. L'association profite aussi de cette opportunité pour saluer les efforts des autres autorités de notre pays qui ont pris en compte la question des langues locales et en ont fait un projet éducatif en préparant des programmes et en les diffusant dans les langues locales. Meilleur buteur l'année dernière de Persip Bandung, un club indonésien, le capitaine des Sao, Ndouassel Ngar Ezekiel, surnommé le dinosaure, a signé pour cette saison avec un autre club indonésien, Bayangkara FC de Jakarta. Katnouba Théophile nous dresse son portrait. Né le 22 avril 1988, Ndouassel Ngar Ezekiel, le capitaine et meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale, les Sao du Tchad, évolue dans le championnat indonésien. L'ex-attaquant de Tourbillon Football Club qui a monnaie son talent en Algérie, en Tunisie, en Russie et un bref passage au club belge de 2e division, le FCV d'Ender, Ngar Ezekiel, décide de revenir en Europe. Le meilleur buteur du club Persip Bandung avec 36 buts la saison dernière, l'attaquant tchadien le plus en forme du moment vient de signer à Bayangkara Football Club de Jakarta. Un grand club, très très grand club. Ce nouveau club, et là il y a presque les nouveaux joueurs qu'ils ont signés, ils ont fait tout, ils ont passé les visites médicales et tout. Ils attendent qu'on doit aller en Vietnam pour un stage d'une semaine. Et là juste ils attendent que moi, mais une fois que je serai là-bas. Pour Ngar Ezekiel, le choix de venir dans ce grand club indonésien n'est pas fortuit. Je suis recruté pour aller là-bas, mais je pense que pour moi peut-être je vais faire au moins 6 mois ou bien une saison et après je repars en Europe. Parce que là-bas c'est pas mon niveau. À moins de 2 mois, avec le club de la capitale indonésienne, Bayangkara, Ngar vient déjà de remporter la Super Coupe d'Asie. Une occasion pour l'attaquant tchadien de taper dans l'œil des managers des clubs européens. C'est sur cette image que nous bouclons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Téléchat.